Bonjour à tous, je me présente, je suis Anthony Cousin donc de chez D-Link. Je suis en charge des relations entre D-Link et nos grossistes à valeur ajoutée comme ACTN. Je suis accompagné aujourd'hui donc de Simon Emery, qui est le responsable commercial pour la partie nord-ouest de la France et qui est en charge des webinars chez D-Link, ainsi que Thierry Doualan, qui est notre directeur technique et le chef de nos product managers chez D-Link. Donc moi, je vais faire juste la petite introduction et vous parler donc simplement de l'organisation de D-Link et ce qu'on fait chez D-Link. Ensuite, vous aurez Simon et Thierry qui prendront le relais pour la suite de la présentation. Donc aujourd'hui, on va parler du réseau à l'heure du RGPD et comment mettre un réseau conforme à cette directive. Je vais... Alors, D-Link, en quelques mots, on est une société qui a été créée en 86, donc on a maintenant 32 ans d'existence. On a un peu plus de 2000 personnes pour le monde. C'est une société qui est taïwanaise d'origine. Ici, pour la France, on est une vingtaine de personnes qui s'occupent de la France. On a un simple bureau commercial. On a un chiffre d'affaires ici qui représente un peu plus de 600 millions de dollars en 2017. On est représenté dans une soixantaine de pays. Et nous avons 3 grands marchés, un marché grand public, un marché professionnel et tout ce qui va être fournisseur d'accès et de services. Chez D-Link, on a une offre qui est très vaste. On va toucher aussi bien la sécurité avec du firewall, du VPN, tout ce qui va être également administration, vidéosurveillance. Vous allez retrouver notre gros cœur de métier qui va être surtout la partie réseau, switching, infrastructure et la partie Wi-Fi qui pèse beaucoup chez nous. Et on a également toute une partie hotspot. Viendrait également s'ajouter, je dirais, tout ce qui est accessoires comme les petits hubs et ce genre de choses-là, USB, que l'on peut trouver plutôt dans la partie grand public. Nous, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la partie infrastructure et Wi-Fi et se mettre aux normes au niveau RGPD et qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer à vos clients pour être en normes vis-à-vis de la RGPD. Je vais passer la main ici à Simon qui va vous faire la suite ici et vous faire un petit rappel du RGPD. Et là, c'est Pierre qui passe la main? Oui, oui, tout à fait. C'est moi qui vais passer les commandes. Et c'est plutôt moi qui prends la main et pas Simon. C'est Thierry. C'est Thierry qui prend la main, pardon. C'est pas grave, Anthony, c'est une première chez ACTN. Je vais te donner les commandes Thierry de suite. C'est plus simple. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? Absolument, on voit ton écran. Ouais. D'accord. Et si j'appuie là, ça donne quoi? Donc on voit le diaporama. Ah, ok. Alors Là, là, c'est bon? voilà, tout à fait. Oui. Alors là, on voit le mode présentateur, donc il faut que peut-être que tu changes d'écran. Tu dois être tu dois avoir deux écrans. Ouais. Je fais lequel? euh, Et si je fais ça? C'est bon là? Non. Non, on est revenu. Là, c'est bon? Là, c'est bon, Ouais. impeccable. Ok. Donc le but du jeu, c'est pas de bonjour à tous, excusez-moi. Le but du jeu, c'est pas de vous faire une présentation sur le RGPD. Je pense que vous avez déjà beaucoup entendu parler de cela. Oui, ça fait plusieurs mois maintenant que c'est en place. Juste un petit rappel, le RGPD est donc une réglementation européenne qui a été décidée suite à l'évolution des de l'informatique, le boom des objets connectés, le cloud, le big data. Et au niveau européen, on avait un cadre qui existait déjà, c'était la loi informatique et liberté de la CNIL,
Donc tout naturellement, ça a été la base du développement du RGPD. Jusqu'alors, les données étaient plutôt collectées par les entreprises et les organisations pour des fins marketing. Depuis le RGPD, on est plutôt dans un cadre où l'utilisation de ces données personnelles doit être spécifique et doit être autorisée par chacun des utilisateurs. Et donc toutes les chaînes, toutes les entreprises gérant les données doivent se conformer à cette réglementation européenne. La grosse différence entre la loi informatique et liberté et cette réglementation RGPD, GDPR en anglais, c'est que il n'y avait pas au niveau de la CNIL, ce qu'on voit en haut à droite, de sanctions financières. Et donc ça a été rajouté, c'est un des points fondamentaux qui a été rajouté au niveau du RGPD, c'est que maintenant on a des sanctions financières qui peuvent monter très vite puisque c'est jusqu'à 4% du chiffre d'affaires pour chaque plainte avérée. Si on prend le chiffre d'affaires de Google par exemple au niveau global, ça peut très vite monter. Donc c'est prohibitif. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de garantir la sécurité des données, de sécuriser les données contre la perte et le vol, et aussi on a légalement le devoir de prévenir la CNIL si on est en risque avéré ou seulement risque d'atteinte de ces données, de la perte des données. Sachant que le niveau de sécurité, bien évidemment, est lié à l'entreprise et à son domaine d'activité. Il est clair qu'une petite TPE qui va gérer quelques données personnelles n'est pas à mettre au même niveau que, on va dire, un centre hospitalier qui gère les données de ses patients. Donc, les mesures à mettre en œuvre ne seront pas les mêmes, bien évidemment. Les paramètres à configurer dans les équipements actifs seront différents et eh bien, ces mêmes équipements actifs ne seront pas forcément les mêmes. Le choix sera différent en fonction de l'entreprise et de l'importance du niveau de sécurité. Si on liste rapidement les différentes menaces, bien évidemment, la première, c'est empêcher quiconque de rentrer dans l'entreprise. C'est pas lié au réseau spécifiquement, mais c'est important. Ensuite, la panne du disque dur. Alors bien sûr, on fait des sauvegardes, mais si on se rend compte au moment où le disque dur est en panne que le système de sauvegarde en fait ne fonctionne pas, c'est dommage. Ça aussi, c'est général, je dirais. Par contre, ce qui va nous intéresser plus maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de panne partielle ou globale du réseau. Donc, perte d'activité, il faut essayer de le gérer. Au niveau du Wi-Fi, si on prend le point suivant, il est clair qu'on se rend compte qu'un Wi-Fi mal configuré ou pas configuré est complètement ouvert et donc est une faille de sécurité globale. Mais c'est le cas aussi au niveau des équipements actifs tels les commutateurs. Si rien n'est fait, eh bien c'est potentiellement la porte ouverte à toute personne qui réussit malgré tout à s'introduire dans l'établissement pour se connecter. Les attaques cybercriminelles, ça on s'en rend compte un peu plus, on est un peu plus au fait de cela, qui peuvent venir de l'Internet, mais qui peuvent impacter aussi de la même manière l'intégrité des données. Et puis il y a quelque chose qui est commun, courant, c'est ce que je vais appeler ce qui se trouve entre le clavier et la chaise. De façon volontaire ou pas, l'utilisateur du réseau peut faire des mauvaises manipulations et est une des failles de sécurité du réseau. Donc, il faut éviter au maximum que une erreur d'utilisation ou une erreur de manipulation d'un utilisateur n'engendre la perte globale des données, non pas seulement de celles qu'il utilise, mais de toutes celles dont il a accès en partage.
Sachant que dans ce même cadre, une récente étude a prouvé que, donc vous voyez, 66% des entreprises interrogées considéraient que oui, il y avait peut-être une faille de sécurité potentielle sur leur réseau. Alors, quand on parle de sécurité, on a en France une organisation, une agence de sécurité qui s'appelle l'ANSSI, qui a pour mission principale d'éviter qu'en cas d'attaque cybercriminelle, eh bien, cela provoque le blackout complet de la France, en faisant tomber les organisations dites d'importance vitale, les transports, les hôpitaux, les opérateurs téléphoniques et Internet, l'électricité et puis d'autres. Donc, ils ont des centaines d'agents qui opèrent au niveau de ces entreprises ou de ces organisations pour auditer, pour donner des indications de sécurisation. Mais ils ne font pas que cela, donc ils publient régulièrement des recommandations sur tous les domaines de sécurité qui peuvent impacter l'entreprise, petite ou grande. Et une de ces recommandations nous intéresse plus, c'est celle qui concerne les commutateurs qu'ils dénominent de dessert, qui sont en fait les commutateurs d'extrémité sur lesquels vont être connectés les utilisateurs qui veulent utiliser le réseau. Parce que bien évidemment, c'est au niveau de l'entrée sur le réseau qu'il va falloir agir. Alors, dans ce document qui fait environ 80 pages, vous avez une liste exhaustive de ce qu'il recommande, qui implique des fonctionnalités, des protocoles parfois très compliqués, très haut niveau. Bien évidemment, comme on a vu tout précédemment, pour la TPE, on n'a peut-être pas besoin de mettre un système de sécurité aussi performant et aussi pointu que dans un gros centre hospitalier. Donc, on va prendre en compte ces recommandations et on va les adapter à nos besoins réels. Donc, la première des choses, c'est d'empêcher que quiconque puisse accéder aux commutateurs et aux prises réseau qui sont sur à disposition dans l'entreprise. Maintenant, une fois que la personne est entrée, parce que par exemple c'est un invité, comment va-t-on faire pour se prémunir d'un branchement intempestif? Eh bien, une des solutions, ce serait de désactiver tous les ports qui ne sont pas utilisés par les collaborateurs de l'entreprise. Donc, une personne arrive dans un bureau, trouve une prise, se branche dessus, il n'ira pas plus loin puisque le réseau n'est pas actif sur cette prise-là. On peut aussi lier cela à programmer sur des switches PoE l'alimentation PoE sur plage horaire. Si je prends l'exemple des points d'accès, du Wi-Fi, eh bien, si lorsque l'entreprise a fermé ses portes le soir, on coupe le Wi-Fi en désactivant le PoE, eh bien, personne qui se trouve sur le parking ne pourra continuer à essayer de s'introduire non plus physiquement, mais par le Wi-Fi. Maintenant, si je reviens sur la personne qui est invitée et qui est dans un bureau, elle ne pourra pas se connecter sur un port disponible parce qu'on l'a désactivé avant sur l'interface du switch. Maintenant, rien ne l'empêche de prendre le câble réseau du PC qui est sur le bureau et qui est utilisé régulièrement pour essayer là de s'introduire dans ce même réseau. Donc, on va essayer pour cela de renforcer les contrôles d'accès. Donc, il y a un protocole qui est commun qui s'appelle Radius 802.x qui est utilisé dans les hotspots Wi-Fi. On peut aussi le mettre en place sur un réseau filaire. Donc, là où le point d'accès était l'élément qui mettait en relation ou qui met en relation le client Wi-Fi avec le serveur d'authentification, eh bien là, c'est le switch qui, port par port, va mettre en relation l'utilisateur filaire avec le serveur d'authentification. Si je reviens juste sur l'ANSSI, pour eux, le 802.x est un premier niveau, mais n'est pas suffisant au niveau des échanges qui vont être réalisés entre le client et le serveur pour sécuriser ces échanges. Donc, ils préconisent
des protocoles encore plus pointus, plus sécurisés, type TACAX ou TACAX+. C'est ce protocole en particulier, on ne va pas le retrouver sur des commutateurs de premier niveau d'administration, donc il faudra monter en gamme. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est s'assurer que l'utilisateur qui est connecté sur un port est bien celui légitime. Donc, sans forcément utiliser le 802.ax, on va pouvoir demander au switch de mettre en corrélation les utilisateurs avec les ports sur lesquels ils sont connectés en y rajoutant l'adresse MAC et l'adresse IP de ce même utilisateur. Donc, sur chaque port, le switch est capable de déterminer quelle adresse MAC et quelle adresse IP est connectée. Ce qui fait que si quelqu'un essaie d'usurper cette identité, eh bien, il ne le pourra pas puisque ça ne correspond pas à ce que le switch a dans sa table. Donc, ça s'appelle chez nous IMPB, qui veut dire IP MAC Port Binding, lien entre l'adresse IP, l'adresse MAC et le port. Donc, tout ça, bien sûr, se fait par configuration sur les switches administrables. Si on veut aller plus loin et suivre les recommandations de l'ANSI, on va limiter la surface de configuration du switch. Par défaut, il est ouvert, donc on peut se connecter dessus par n'importe quel port. Bien, on va pouvoir limiter le nombre de ports, et même à 1 par réseau, le point d'entrée sur le switch central, permettant d'accéder à l'interface de configuration de l'ensemble. Il conseille de ne plus utiliser que le SSH V2, c'est-à-dire du telnet sécurisé, surtout de ne pas de désactiver telnet et HTTP, et d'utiliser au minimum HTTPS. HTTPS, c'est une bonne idée. Après, pour ceux qui ne veulent pas utiliser les lignes de commande, c'est peut-être un peu compliqué d'utiliser du SSH, surtout en plus si on prend sur le réseau un switch de premier niveau d'administration qui n'intègre pas le telnet. Et puis, on va aussi pouvoir filtrer ou s'assurer que celui qui se connecte sur l'interface de configuration est bien l'administrateur. On peut, par exemple, déclarer l'adresse IP ou les adresses IP des machines qui sont autorisées à se connecter sur les switches. Faire du VLAN, bien évidemment. Si on cloisonne les réseaux, eh bien, on va empêcher l'utilisateur qui fait une mauvaise manipulation de diffuser son verre sur l'ensemble des ports du réseau. Ça sera isolé sur le VLAN auquel il appartient. Sachant que dans l'idéal et sur des solutions critiques, il est fortement conseillé, encore une fois par l'ANSI, de ne même pas utiliser du VLAN, donc de la segmentation logique, mais de la segmentation carrément physique. Un switch spécifique pour un service particulier très sensible. C'est pas toujours réalisable, mais c'est conseillé par eux. Ce qui est certain, c'est que par défaut, les switches ont un VLAN qui est le numéro 1. Ce VLAN numéro 1, on ne peut pas le supprimer. Par contre, on peut le dévalider et ne plus mettre aucun port sur ce VLAN-là, qui est le VLAN privilégié pour toute personne qui veut qui veut essayer de s'introduire sur le réseau. Ensuite, on peut rajouter des fonctions de trafic segmentation. Si je fais une analogie encore une fois avec le Wi-Fi, quand on se connecte sur un hotspot, le but du jeu, c'est d'aller sur Internet, mais on ne veut pas qu'une autre personne qui est connectée sur le même hotspot puisse essayer de s'introduire sur sa machine. Eh bien, cela, on peut le faire aussi au niveau du switch en empêchant tous les utilisateurs d'un même VLAN de se voir entre eux, tout en autorisant ces mêmes utilisateurs à aller sur Internet, par exemple. Trafic segmentation se réalise sur un switch. Si on veut faire ceci sur un VLAN globalement réparti sur différents switches, là encore, on va devoir monter en protocole, utiliser quelque chose qui s'appelle le private VLAN et qui, encore une fois, ne va pas être possiblement disponible sur ces switches d'administration premier niveau.
Donc, il faudra monter en gamme. La disponibilité, j'en ai déjà parlé un peu avec l'IMPB, l'IP Mag Port Binding. Ce qu'il va falloir, c'est s'assurer que le réseau est disponible et ne soit pas attaqué. Une chose toute bête, la boucle. Donc, dans un bureau, quelqu'un met un câble entre deux prises murales disponibles et qui n'ont pas été dévalidées. Et si rien n'est fait, eh bien, l'ensemble du réseau est écroulé. Donc, il y a des protocoles qui permettent depuis longtemps de gérer cela, type le Spanning Tree ou le Rapid Spanning Tree, mais qui sont pas forcément faciles à mettre en œuvre et qui ont besoin d'être mis en œuvre de façon rigoureuse pour éviter que ce soit en fait une grosse faille de sécurité. On a mis en place un système qui s'appelle le loopback détection, qui suffit de valider sur les switches, encore une fois, les switches de dessert, les switches d'extrémité, pour que la boucle soit bloquée à sa source par le switch sur lequel elle est réalisée. Empêcher aussi le switch d'être lui-même mis à plat parce que saturation de sa CPU, volontaire ou pas volontaire, il y a écrit attaque, mais ça peut être aussi des problèmes de broadcast, de tempête de broadcast par une machine, par exemple, qui est défectueuse, qui pourrait faire tomber le switch, quelles que soient ses performances et quels que soient les composants qu'il intègre. Donc, le Safeguard Engine est un outil qui, une fois validé, va garantir qu'une partie essentielle de la CPU reste à disposition pour faire le transfert des données, ce qui est le travail principal du switch. Et puis, si on revient sur les problématiques, le premier point, sur un réseau, il y a généralement un serveur DHCP, on peut avoir sur ce réseau, volontairement ou involontairement, encore une fois, par un hacker ou par une mauvaise manipulation, un deuxième serveur DHCP qui est connecté, une personne qui veut rajouter des prises et qui met un routeur mal configuré ou un point d'accès mal configuré. Et au final, quand les machines démarrent, eh bien, c'est cet autre serveur DHCP qui répond plus vite que le serveur DHCP de l'entreprise. Et donc, à ce moment-là, le réseau fonctionne, mais plus personne ne peut aller sur ses ressources et sur Internet. Donc, on a un problème. Au niveau du switch, eh bien, on va pouvoir déclarer que seul le serveur DHCP reconnu de l'entreprise sera autorisé à répondre aux requêtes DHCP des utilisateurs de cette même entreprise et de ce réseau. D'autres points qui peuvent être intéressants à mettre en place, c'est journaliser les événements qui apparaissent sur les différents commutateurs. Ça peut être qui s'est connecté en tant qu'administrateur et qu'est-ce qu'il a fait, à quelle heure et à quel moment. Bien évidemment, dans ce cadre-là, on va éviter d'avoir un login administrateur unique pour tous ceux qui sont susceptibles de se connecter dessus. Parce qu'après, ça devient très compliqué. Mais avoir différents logins et mots de passe d'accès en administration sur le switch vont permettre en cas de journalisation de savoir quelle est la personne qui a fait cette manipulation. Et pour cela, bien évidemment, il va falloir synchroniser tous les équipements sur un serveur de temps, serveur NTP. Si chaque switch est à sa propre heure, on va avoir un problème pour généraliser la journalisation. Une supervision globale SNMP via un outil d'administration qui chez nous, par exemple, est Deview, peut être intéressant. Le SNMP en version V1 était une passoire de sécurisation. Donc, on va utiliser V3 au minimum V2C, sachant que les équipements aujourd'hui sont quasiment tous en V2C. Il faut préciser au niveau de la plateforme qu'on utilise ce protocole. Et puis, on peut, grâce à cela, recevoir des alertes donc par mail. Par exemple, eh bien, le switch qui se trouve au 3e étage de telle entreprise a détecté une boucle, l'a
c'est protégé, donc à empêcher qu'elle diffuse. Il peut envoyer l'information à la plateforme de supervision qui elle-même donc peut envoyer un mail à l'administrateur ou à un groupe d'administrateurs, donc un groupe de mails. Et puis, gérer le parc, c'est aussi le maintenir, bien évidemment. Mettre à jour régulièrement les commutateurs, on entend par là les firmware. Alors, les firmware, c'est pas forcément uniquement des améliorations de fonctionnalités, ça peut être aussi pour régler des problèmes de bugs. Donc, il est toujours intéressant d'être à niveau. Et puis, à chaque fois qu'on fait une sauvegarde, bien évidemment, qu'on fait une sauvegarde, excusez-moi, à chaque fois qu'on fait une modification de configuration, être à niveau là aussi, donc sauvegarder ces différentes configurations. Et puis, une gestion centralisée, donc notre outil de gestion centralisée s'appelle, lui, Deview. On est en version 7 aujourd'hui. Et pour finir, et pour revenir sur le départ de ce que l'on a dit sur l'avènement du RGPD, du GDPR en anglais, les objets connectés, le boom des objets connectés a fortement impacté la sécurité. On entendait parler il n'y a pas très longtemps encore de hackers qui utilisaient les objets connectés pour rebondir et pour attaquer des services particuliers. Ces objets connectés, par essence, ne sont pas forcément très sécurisés. Donc, il est fortement conseillé de les séparer autant que faire se peut du reste du réseau par un VLAN spécifique, de gérer leurs adresses IP, donc aussi de gérer l'IMPB au niveau des commutateurs. Si c'est possible, en fonction de l'utilisation de ces objets connectés, eh bien, de pouvoir les activer eux aussi sur plage horaire. Voilà, j'ai fini ma partie et puis je vais laisser la main à Simon. Oui, je suis là, bonjour à tous. Merci Vous Thierry. m'entendez bien? Je vais te passer les commandes Simon tout de suite. Oui. Voilà. Normalement, vous devriez voir le slide où Thierry s'est arrêté. Alors, IoT et sécurité. Ok, c'est parfait. Oui. Donc, je vais prendre la suite. J'espère que vous m'entendez tous bien. Oui. C'est bon, ok. Oui. Donc, je vais parler, alors en complément ou en extension du RGPD et des réseaux, l'intégration d'un système de vidéosurveillance peut être intéressant. D'une part pour contrôler des accès physiques, hein, porte, fenêtre, parking, accès à la salle serveur, data center, etc. Contrôle des équipements et des locaux sensibles, hein, les salles serveurs, donc je parlais de ça. Donc après, on peut évidemment sur ces systèmes-là programmer des enregistrements sur plage horaire, sur détection de mouvement, mettre en place des masques de vie privée. Hein. Il y a une réglementation également dans ce domaine-là sur la vidéosurveillance IP, où vous n'avez pas le droit, par exemple, de filmer la voie publique, sauf dérogation exceptionnelle dérogée par la préfecture. On peut, à l'instar du Wi-Fi, activer sur plage horaire le PoE. Dans des établissements scolaires, par exemple, où à certaines heures, ils ne voudraient pas filmer les couloirs ou une salle de réfectoire, par exemple. On pourrait très bien programmer aussi le PO dans ce sens-là. Évidemment, comme on le disait précédemment, sur certaines infrastructures plutôt importantes, on va privilégier la mise en place de réseaux dédiés physiquement, mais il est tout à fait possible de créer un VLAN, il est même très conseillé de le faire, s'il y a une mutualisation du réseau pour la vidéosurveillance avec la data, de mettre en place un VLAN dédié à la vidéosurveillance. Pour quel objectif? Déjà séparer dans un premier temps les deux flux, enfin, les flux qui peuvent transiter sur un réseau, et d'autre part pour prioriser les flux vidéo afin qu'il y ait toujours une bande passante constante disponible, ceci afin d'éviter des frises d'images ou des gels d'enregistrement. Voilà.
voilà, et évidemment contrôler les adresses IP des caméras, faire du filtrage IP, MAC, IPMD, comme Thierry le disait précédemment. Pour information sur des organismes d'importance vitale, l'ANSSI préconise de mettre en place, idéalement, un réseau physique dédié, et au-delà, c'est de mettre un VLAN par caméra. Donc, ils vont assez loin dans leur préconisation, et là, on est vraiment sur des cas bien particuliers, type militaire, site secret défense, etc. Centrale nucléaire, où là, il y aura vraiment un très haut niveau de sécurité demandé et nécessaire. Donc, vous l'avez compris, hein, dans la partie réseau LAN, on va oublier complètement les switches non administrables qui sont aujourd'hui une multiprise réseau et ou électrique, hein, si vous avez besoin de PoE, évidemment, où là vous n'aurez vraiment aucun contrôle, aucune possibilité de mettre en place le moindre niveau de sécurité. Donc on va tout de suite préconiser du web manager au minimum et au-delà, évidemment, en termes de fonctionnalité, suivant le niveau que vous voulez atteindre en sécurité, mais également aussi en niveau de performance. On peut très bien imaginer des réseaux importants qui ne nécessitent pas ou peu de niveau de sécurité, mais qui ont besoin de performance. Donc on choisira le produit, le ou les produits suivant ces critères. Et donc en termes de tarifs, hein, forcément, ça évolue, mais on a chez D-Link, on va le voir, toute une gamme de produits susceptibles de répondre à toutes vos demandes jusqu'aux ETI 1500-2000 postes. Donc l'offre infrastructure tertiaire D-Link, on la retrouve ici sur ce slide-là. Donc on va retrouver donc d'une part les séries 1000 qui vont être des switches d'accès, donc vraiment la multiprise réseau basique si je puis dire. Les switches d'agrégation avec nos smart switch, donc les séries 1100, les séries 1210, les séries 1510. Et ensuite on va retrouver avec les séries 3000, 3120, 3630, 3400, 3600, toute la famille de switches administrables complets qui vont être utilisés en distribution, cœur de réseau data center. Donc tous ces produits-là existent entre 5 ports et 48 ports, majoritairement gigabit. On a également aussi une famille de produits en full 10 gigabits, cuivre et ou optique. PoE, non PoE. Alors quand je parle de PoE, je parle évidemment de PoE et PoE+, hein, j'intègre les deux normes dedans. Des étoiles optiques, du stack évidemment, et avec différents niveaux de fonctionnalité. Donc la série 1000, les switches d'accès, on oubliera clairement. Aujourd'hui, ces produits-là, à terme, sont amenés à disparaître hein, pour laisser la place vraiment à la série 1100, qui va être le tout premier niveau d'administration chez D-Link, avec possibilité d'une part d'avoir une interface web de gestion, possibilité de faire du VLAN, de la QoS, de la détection de boucle. Donc c'est des produits qu'on va plutôt orienter sur des petits réseaux mono-usage, orientation TPE artisan, en dessous de 50 postes. Alors quand je dis à terme, ils vont disparaître les non managés, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, aucune idée, mais bon, c'est l'optique évidemment et la philosophie de vie des séries 1100. Ensuite, on va avoir les 1210, les 1510 qui vont être les smart switch avancés avec beaucoup plus de sécurité pour des usages doubles, data voix par exemple, ou data et vidéosurveillance IP, et la série 1510 qu'on va pouvoir positionner en cœur de réseau, typiquement sur de la PME jusqu'à 150 postes. Et au-dessus, on aura les séries 3000 qui vont osciller entre un poste, hein, évidemment, jusqu'à plus de 2000 postes pour les séries full 10 gigabits, 3400 et 3600. À l'instar, on a depuis quelques mois une offre industrielle qui est arrivée à notre catalogue, donc avec des produits qu'on appelle dits durcis, qui ont certaines certifications, qui ont des formats déjà particuliers, puisque c'est des formats qu'on appelle RAID-in, donc qu'on va pouvoir intégrer sur des rails ou installations murales également, qui ont des plages de fonctionnement température étendue, moins 40, plus 75 degrés, une certification IP30,
et des certifications spécifiques liées au monde industriel, Smart City, vidéo urbaine, des certifications anti-choc, anti-vibration, anti-chute, et des certifications électriques bien particulières. Donc on va retrouver dans le même esprit que la famille tertiaire des switches non manageables, des switches manageables niveau 2 et des switches cœur de réseau d'agrégation en étoile optique avec des uplinks en full 10 gigabits. Donc idem, on oublie la série non managée, même si ces produits-là existent toujours et existeront encore quelques temps. Mais dans l'idéal, et pour apporter un niveau de sécurité satisfaisant, on oubliera les switches non manageables et on passera sur du switch manageable minimum. Donc Thierry vous a présenté les bonnes pratiques et des fonctionnalités à mettre en place issues du référentiel ANSI. C'est des fonctionnalités qu'on préconise aussi au quotidien auprès de nos partenaires. Donc là, vous avez un tableau récapitulatif avec les séries 11, 112, 10, 15, 10 et les switches niveau 2, niveau 3 cœur de réseau. Avec les fonctionnalités que chaque série peut supporter, peut mettre en place. Donc ça vous permet d'affiner très rapidement vers quel produit vous pouvez aller proposer à vos clients pour construire leur infrastructure, suivant leur niveau de sécurité, leurs besoins, leur type de données collectées et à sécuriser. J'ai encadré en rouge les 4 séries dominantes aujourd'hui chez D-Link, dominantes dans le sens où c'est vraiment les produits qui ressortent le plus dans les infrastructures de nos partenaires. Donc on va retrouver les séries 1210, les séries 1510, la série 3000 et la série 3120. Donc ces produits-là répondent, je dirais, à 80-90% des demandes quotidiennes et des infrastructures réseau que vous pouvez mettre en place aujourd'hui et demain. Donc Thierry parlait d'intégration du Wi-Fi. C'est un point à ne pas oublier et c'est un point vraiment primordial aujourd'hui parce que tout le monde se connecte en Wi-Fi. L'explosion des périphériques Wi-Fi est énorme. On a tous chacun 2, 3, 4, 5 objets connectés, smartphones, tablettes, des montres connectées par exemple qui peuvent se connecter en Wi-Fi. Donc le Wi-Fi est omniprésent. Donc une étude d'un rapport ressortait que 66% des entreprises reconnaissent qu'elles ont peut-être été victimes d'une faille causée par l'accès de tiers au sein même de leur réseau. 66%, c'est énorme. Donc il faut pouvoir mettre en place un minimum de sécurité dans ce domaine-là. D'une part, on peut gérer la puissance d'émission des bornes Wi-Fi. Sur une société, on va pouvoir sur les abords, sur la périphérie de la structure, diminuer la puissance d'émission pour éviter que les ondes ressortent trop sur le parking, aux abords du bâtiment. On peut également segmenter, et c'est conseillé, les réseaux Wi-Fi sur un réseau entreprise. Donc on va évidemment pouvoir faire un réseau interne avec un VLAN associé et on va forcément séparer un réseau invité visiteur avec un second SSID qui sera lui hermétiquement sur un second VLAN. Programmation, évidemment, on peut faire de la programmation radio, évidemment, sur plage horaire. Le plus efficace, je dirais dans les faits, c'est la programmation PoE, puisque là, du coup, la borne est vraiment coupée électriquement. Et voilà, la nuit de 20h à 8h du matin, on sait que la borne Wi-Fi n'émettra pas du tout, puisque là, elle est vraiment coupée électriquement. Et ça génère aussi des économies d'énergie, certes minimes, mais c'est toujours bon à prendre. Contrôler et faire la journalisation des accès utilisateurs. Donc là, on parle évidemment sur l'invité de gestionnaire d'accès et de log, hotspot, où là, il y a une législation particulière dans ce domaine-là. Mais rien n'empêche sur un réseau évidemment interne de pouvoir appliquer un minimum de traçabilité des utilisateurs. Et on peut forcément fortement conseiller de mettre un filtrage par adresse MAC. Si vous gérez une flotte de X smartphones, tablettes, PC,
au sein de votre entreprise, faites un filtrage par adresse MAC. C'est un premier niveau de sécurité qui permet déjà de vraiment filtrer les périphériques pouvant se connecter à un réseau interne. Et la gestion de log, j'en ai parlé précédemment déjà, donc la conservation des activités, traçabilité au niveau de la navigation sur Internet, pour tout ce qui est personne externe à la société. Chez D-Link, on va distinguer trois grandes familles d'administration possibles au niveau du Wi-Fi. Donc, on a d'une part les solutions dites autonomes. Donc, ce sont des points d'accès qu'on va paramétrer un par un. Voilà, c'est fastidieux quand on a 4-5 points d'accès. Au-delà, ça commence à être fastidieux. Seconde famille de produits qui arrive très prochainement, début novembre, qui est le Wi-Fi Cloud avec notre offre Nucleas, donc qui va permettre de simplifier les déploiements avec du Zero Touch Provisioning. Et enfin, nos solutions dites unifiées, où là on va retrouver des bornes autonomes évidemment, mais qu'on va pouvoir coupler à un contrôleur physique qui va apporter beaucoup plus de fonctionnalités et surtout apporter une maîtrise de la sécurité plus importante et une forte tolérance à la panne. Donc le rôle d'un contrôleur, donc d'une part, il va avoir la charge d'administrer l'ensemble des bornes de Wi-Fi sur le réseau. On peut aller jusqu'à 1024 bornes sur le plus performant de nos contrôleurs. On en a deux à notre catalogue, vous les voyez en bas. Donc le DWC1000 qui va être un contrôleur Wi-Fi qui prendra en charge 12 points d'accès minimum jusqu'à 66. Donc c'est un ajout de licence suivant le dimensionnement de votre projet. Et le DWC2000 qui prend 64 bornes de base et qui peut être augmenté jusqu'à 256, toujours par un système de licence. Ces contrôleurs-là peuvent être clusterisés jusqu'à 4 maximum pour atteindre 1024 bornes sur le plus important. Et on peut aussi mettre en place des solutions redondantes avec deux contrôleurs, par exemple un actif et un passif, pour apporter une continuité de service. Donc le rôle du contrôleur, c'est l'administration centralisée d'une part, l'ajustement automatique des canaux et des fréquences pour éviter que les bornes d'une part se perturbent entre elles. Ça c'est surtout vrai sur les fréquences 2,4 GHz qui sont saturées aujourd'hui. Du fait de la présence du Bluetooth, des systèmes d'alarme, des micro-ondes, etc. Sur le 2.5, ça va être vrai à l'avenir aussi, parce qu'il y a de plus en plus de périphériques qui utilisent le 5 GHz. Donc, qui va permettre de justement ajuster automatiquement les canaux, éviter que les bornes Wi-Fi entre elles se perturbent, mais aussi les éléments extérieurs. Par exemple, sur Paris, on peut très bien avoir 60 réseaux Wi-Fi. Le contrôleur permettra justement d'analyser vraiment l'environnement à proximité pour éviter les interférences. Le contrôleur va permettre d'opérer une balance des charges sur les points d'accès pour éviter que tout un groupe de clients Wi-Fi se connecte sur le même point d'accès. Il va être capable de dire voilà, je vais limiter X utilisateurs ou une charge de X% sur les points d'accès pour opérer une balance des charges. Évidemment, adaptation de la puissance. Donc on est, alors ça ça se prévoit en amont, c'est-à-dire dans votre étude Wi-Fi pour dimensionner le point d'accès, leur positionnement, il faut le prévoir pour pouvoir, en cas de défaillance d'un point d'accès, augmenter la puissance des points d'accès voisins pour compenser la défaillance ou l'indisponibilité d'un point d'accès pour X raisons. Donc on va évidemment faire l'étude avec des points d'accès qui vont être par exemple paramétrés à 75%, 80% de leur puissance maximum pour vraiment avoir une solution redondée au maximum. Le rôle de contrôleur également apporte un niveau de sécurité plus élevé qu'une solution cloud par exemple. Pourquoi? Parce que c'est local. Le contrôleur est physiquement dans la même baie de brassage que le cœur de réseau, que le firewall. Vous maîtrisez la sécurité du firewall. C'est vous qui maîtrisez tout de bout en bout.
Et donc le contrôleur va venir se greffer à votre installation locale en apportant de l'authentification 802.x, Radius, la sécurité WPA2 entreprise, le portail captif, du filtrage par adresse MAC, etc., etc. Et sécurité firewall sur le DWC1000 qui dispose d'une option dans ce domaine. Et enfin, programmation horaire, j'en ai parlé tout à l'heure, donc programmation radio et radio uniquement sur les contrôleurs. Le programmation PoE se fera au niveau des switches directement. Donc les bornes Wi-Fi associées, c'est les séries DWL chez D-Link. Donc on va retrouver différents designs intérieurs, extérieurs, différentes normes Wi-Fi disponibles. Donc on va retrouver du Wi-Fi N, du Wi-Fi AC maintenant majoritairement disponible, avec des débits jusqu'à 2,1 gigabits. Dual radio évidemment, et en 2,1 giga, on va retrouver des produits tri-band, donc qui vont disposer eux de 2 bandes de fréquences en 5 GHz. On introduit aussi des nouvelles technologies comme le Smart Antenna, qui est une nouvelle technologie qui intègre d'une part une évolution physique avec des antennes intégrées directionnelles et une partie logique qui permet au final, la partie logique va recalculer dynamiquement plusieurs dizaines de chemins possibles pour envoyer les signaux Wi-Fi vers les clients. Ces deux technologies-là, donc Smart Antenna, permet une meilleure gestion des interférences et de choisir le meilleur chemin possible pour envoyer les signaux vers les clients Wi-Fi. La finalité, c'est au final, pour des hautes densités, par exemple, ou pour des environnements très contraints en termes d'interférences, je reprends le cas de Paris où il y a beaucoup de réseaux Wi-Fi alentour, cela permet vraiment d'optimiser la couverture Wi-Fi. Donc, aussi bien la partie LAN que la partie Wi-Fi est potentiellement susceptible d'être supervisée avec Debuset, notre logiciel d'administration SNMP, qui lui va permettre d'apporter une gestion centralisée, une supervision centralisée de l'ensemble de l'infrastructure. Donc d'une part la gestion du filaire et du Wi-Fi, possibilité de faire du multisite. Hein. C'est un système qui est basé sur un système serveur sonde. Donc la version qui est gratuite est proposée par D-Link, inclut 25 équipements en gestion. Donc 25 équipements, c'est un switch, c'est une borne Wi-Fi, c'est un contrôleur Wi-Fi et 2 sondes SNMP. Donc on peut déjà, avec les versions gratuites, opérer du multisite de manière assez facile et aisée. La capacité est évidemment a la possibilité d'être étendue au travers de licences supplémentaires. Debuset permettra la création de rôles d'administrateur et de monitorer, c'est l'objectif premier de Debuset, l'infrastructure. Donc on l'a vu tout à l'heure, Thierry en a parlé, mise à jour firmware, programmation, backup, remontée d'alerte, envoi par email de ces alertes, avoir des statistiques évidemment sur la bande passante, sur tel switch, sur tel port de tel switch, etc. Cela vous permet d'une part d'être averti et d'autre part d'anticiper, d'apporter de la maintenance proactive sur les réseaux de vos clients afin de les faire évoluer ou de vous d'agir au niveau d'un paramétrage, d'un point de sécurité, etc. Donc voilà, je parlais des alertes. Donc Debuset permet de générer, de paramétrer des alertes avec 3 niveaux, critique, warning et juste information. Par exemple, la CPU d'un point d'accès qui sera à 90%, ça va être un point critique. On va pouvoir paramétrer une alerte et programmer l'envoi d'un mail à un ou plusieurs destinataires pour être averti de ce problème-là. Idem sur la partie LAN, on peut très bien faire la même chose sur la partie CPU, mais aussi sur un seuil d'alerte, un seuil d'erreur de paquet qui serait trop important. Et dans ce cas-là, on serait prévenu de manière automatique pour pouvoir agir après sur le réseau du client.
Donc la programmation de tâches est inclue dans DayView. Alors c'est juste 2 fonctionnalités qui sont liées à la RGPD. Hein. DayView a d'autres fonctionnalités beaucoup plus importantes. Je vous invite à revenir vers nous si vous désirez en savoir plus. Donc DayView permet de mettre en place des tâches, programmation unique ou périodique, le backup des configurations, la mise à jour des firmware, la configuration par lot et l'historisation des tâches. Donc c'est très simple à mettre en place, hein. C'est trois grands paramètres, quelle tâche, quand, et après on a l'application et résultat avec l'historisation de ces différentes tâches. Et enfin, pour conclure, comment vous accompagnez nous D-Link au quotidien? Donc d'une part, on dispose d'un programme de partenariat. Je vous invite à devenir partenaire, il n'y a aucun engagement. Et vous avez accès à un portail partenaire qui est un véritable outil et avantage pour vous aujourd'hui, puisque vous allez disposer d'outils avant-vente, sélecteur de produits, calculateur POE, simulateur Wi-Fi, simulateur vidéo, on va retrouver émulateur d'interface également, une base de connaissances techniques, l'ensemble de nos webinaires en replay. C'est un portail qu'on fait vivre, là, qu'on met à jour de manière très régulièrement pour vraiment que ça soit un atout au quotidien pour vous accompagner au mieux au quotidien. Donc vous aurez le lien d'inscription, donc sans engagement évidemment de chiffre d'affaires ou autre sur ce programme. Les commerciaux D-Link, hein, on est 5 commerciaux régionaux, locaux. Donc moi je m'occupe du nord-ouest comme Anthony me le disait. Nasser qui est sur le sud-ouest, Bruno sur le sud-est, Elodie sur la région parisienne et Anthony qui est sur le nord-est aujourd'hui et qui va évoluer sur la partie responsabilité des grossistes à valeur ajoutée. Donc on est votre support au quotidien, commercial, avant-vente, technique. Attention technique, on n'est pas des ingénieurs réseau, on a tous des niveaux différents en technique. Quoi qu'il arrive, on a une équipe derrière nous, support technique niveau 1, niveau 2, niveau 3, chef produit, directeur technique s'il y a besoin. Les formations techniques, on est capable de vous apporter des formations techniques. On en fait régulièrement, on en a déjà fait par le passé avec ACTN localement, donc c'est quelque chose qu'on pourrait reproduire. Et là, on a programmé un tour de France formation technique sur la partie Wi-Fi, en l'occurrence, et parler de notre nouvelle offre Nucleas, donc une formation technique, vraiment technique pure. Et enfin, basé sur le référentiel et recommandations de l'ANSSI, on a édité un guide de sécurisation réseau qui va être beaucoup plus complet que les 3 slides que Thierry vous a présenté tout à l'heure. Donc vous aurez le lien de téléchargement également au travers du webinaire. Et j'en ai fini pour ma partie.